Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de revue d'actualité du mois de juin 2024. Dans son numéro de juin 2024, Le Monde diplomatique accorde une tribune à Dominique de Villepin qui s'exprime sur l'orientation que la diplomatie française devrait prendre. Dominique de Villepin fut l'auteur d'un célèbre discours tenu à l'ONU alors qu'il était Premier ministre de la France, par lequel il s'était opposé au projet américain de guerre en Irak. Il redoute actuellement l'émergence d'une guerre globale, une guerre sans limite, démultipliée par la mondialisation. Concernant la France, il se revendique du général de Gaulle, qui fonda la diplomatie de la France sur 4 piliers. Le rôle de garante de l'ordre multilatéral, justifiant par son dynamisme son appartenance aux vainqueurs de l'ordre de 1945. Le rôle d'aiguillon et de puissance d'équilibre dans l'affrontement des blocs, ni alignée, ni indifférente. Le rôle de puissance indépendante, dotée de l'arme nucléaire, parlant d'égal à égal à tous les États du monde. Enfin, le rôle d'animateur prudent d'une Europe politique solidaire et en constant rapprochement, au nom du dépassement des querelles nationales. Depuis 1989, la France a été déséquilibrée par la disparition d'un des blocs, par la puissance retrouvée de l'Allemagne et par la perte d'influence en Afrique. Puis elle s'est jetée à bride abattue à partir de 2007 dans une fuite en avant d'interventions militaires, de vicariat de la puissance américaine et de tensions croissantes avec l'Allemagne. À titre d'exemple de la perte de souveraineté de la France, il cite le cas du marché du cloud européen, qui est capté à 72% par 3 entreprises américaines. Cette situation pose des risques réels d'extraterritorialité des données des Européens et de perte de souveraineté numérique. À l'heure où déferle une nouvelle vague d'innovation, avec l'intelligence artificielle et le calcul quantique, il affirme que l'Europe doit se mettre en situation de protéger ses startups, en dirigeant la commande publique vers les entreprises européennes et en structurant le marché unique européen. Sur le plan des affaires étrangères, il souligne que nous avons perdu le contact avec les pays du Sud au cours des 2 dernières décennies, au point de ne même plus entendre et comprendre ce qu'on nous dit. Il rappelle que l'organisation des BRICS rassemble déjà près de la moitié de la population mondiale, et un ensemble hétéroclite, mais uni par un même ressentiment envers l'Occident. Dans ce contexte, il souhaite que la France ne s'enferme pas dans l'alternative entre une nouvelle guerre mondiale et un nouveau Yalta, et refuse la reconstitution de la logique des blocs. Pour cela, il recommande de faire la preuve de l'efficacité de la méthode collective, dossier par dossier, sur le climat, mais aussi sur la question des États faillis, qui se traduit concrètement par 2 fléaux de la mondialisation, le terrorisme international et le crime organisé. Il souhaite également doter une agence européenne de l'armement d'au moins 100 milliards d'euros, lever en dette mutualisée et organiser une planification coordonnée entre États membres pour répartir géographiquement les activités, les sites productifs, la recherche et développement et la propriété intellectuelle, tout en assurant un niveau de volume compétitif à l'échelle mondiale. Toujours dans le numéro de juin du Monde diplomatique, un article est consacré à la politique du gouvernement américain de surveillance de sa population qui commença à la fin des années 50. Le plan à long terme de la CIA, finalisé en 1965 et établi dans le cadre de l'opération Chaos, évoque l'explosion d'informations qui se produit alors et le déficit d'analyse qui en résulte. Ce sont des défis auxquels seule l'informatique permettrait de faire face. Les auteurs du plan promettent que dans un avenir proche, il sera possible d'établir des relations entre divers types d'événements et de données grâce à l'application de techniques de corrélation. Par exemple pour prédire le processus de radicalisation de la jeunesse. Toujours dans le cadre de l'opération Chaos, la CIA utilise un ordinateur IBM pour héberger la base de données Hydra, dont l'index contient près de 300 000 noms.
Tandis que certains soldats infiltrent les groupes pacifistes qui se font passer pour des équipes de télévision afin de mieux surveiller le milieu militant, les ingénieurs de la NSA travaillent à l'encodage de son système d'information des registres du contre-espionnage, CRIS, sur des cartes perforées. Comme le révélera le rapport sénatorial Military Surveillance of Civilian Politics, un rapport du sous-comité au droit constitutionnel publié en 1973, le CRIS a été conçu pour extraire rapidement des informations sur les troubles civils et générer des données et des statistiques. Étudiants et enseignants accusent les centres de recherche en informatique de collaborer directement avec l'armée et les services à l'édification d'un État orwellien. En 1972, Perry Fellwalk révèle l'existence du système global de surveillance échelon dans une interview au magazine Rampart. Il lancera avec Tim Butts un bulletin d'information intitulé Counterspy, qui ralliera de nombreux journalistes désireux d'enquêter sur la surveillance d'État. Dans son numéro de juin 2024, la Revue des Deux Mondes propose un article sur la formulation d'un nouveau concept de vie commencé au milieu du XXe siècle. L'auteur, Perrine Simon-Naoum, y insiste sur le rôle des médecins et savants juifs. Le projet éthique du judaïsme les conduit à remettre en cause des croyances et des tabous attachés à l'idée chrétienne d'une sacralisation de la vie. Il pressent que c'est de la science que viendra la révolution. La révolution sociale ouverte par la diffusion de la contraception et la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse ouvre la voie à la reconnaissance des droits de l'individu face au collectif et met chacun en demeure de trouver en lui-même le sens de sa destinée au sein d'un collectif dont il est désormais libre de s'extraire. La modification de la fonction sexuelle ne se contente pas de bouleverser les relations entre les hommes et les femmes. Elle renouvelle la vision que les cultures ont d'elles-mêmes, à travers une nouvelle conception de la famille, des institutions, du pouvoir. La présence précoce de médecins juifs dans les spécialités telles que la gynécologie indique la liberté d'approche qui est la leur concernant le traitement des femmes et des couples, auxquels rechigne une grande partie du corps médical, prisonnier dans une morale d'un autre âge. Si la société commence à évoluer, les institutions et les partis demeurent des adversaires résolus, du Parti communiste français à l'Église, même si les motifs diffèrent. Le féminisme reçoit l'appui de précieux alliés, la presse d'abord, puis certains parlementaires du Parti radical socialiste et de la SFIO, enfin les francs-maçons de la Grande Loge de France, au sein de laquelle s'élabore la loi Neuwirth de dépénalisation de la contraception. Derrière l'accès à la contraception, l'abolition de la loi de 1920 sur l'avortement était en réalité l'objectif dès le départ. Les mêmes qui conçurent la loi sur la contraception rédigèrent le texte de celle sur l'avortement. Cette révolution de la vie se poursuivra à travers la création des CECOS, centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, et la fondation de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, tous à l'actif de Pierre Simon, le grand maître de la Grande Loge de France. En 2011, l'économiste Tyler Cowen publia La Grande Stagnation. L'idée principale que l'auteur y expose est l'apparition, au cours des années 70, d'une stagnation d'indicateurs économiques cruciaux. Le revenu médian par foyer, la croissance totale des facteurs de productivité et la croissance du produit national brut ont tous atteint un plateau à cette période. Pour illustrer ce que signifie cette stagnation, l'auteur explique : on n'a pas de jetpack, et on n'aura pas l'occasion d'aller visiter une colonie martienne de notre vivant. Notre vie s'est améliorée, et nous avons plus de biens matériels. Mais le changement de nos existences a ralenti comparé à ce que les gens ont vécu durant les 2 ou 3 générations précédentes. En 2017, Robert Gordon publiait The Rise and Fall of American Growth,
dans lequel il analyse la croissance américaine depuis 1870 et observe une accélération dans la période de 1920 à 1970. Le taux de croissance des facteurs de productivité était de 1,9% pour la période de 1920 à 1970 et de seulement 0,6% depuis 1970. Il reste à identifier les raisons de ce ralentissement. Un article de recherche, publié dans l'American Economic Review en 2020, a identifié une forte augmentation du nombre de chercheurs, en même temps qu'une forte baisse des résultats par chercheur, produisant ainsi une forte baisse de la productivité de la recherche de 5% par an. Cette stagnation est d'autant plus surprenante qu'elle est observée sur une période où les économies avancées affirment une volonté de favoriser la croissance et l'innovation avec plusieurs mesures. L'éducation supérieure de masse, l'identification des jeunes particulièrement brillants grâce à des tests standardisés et leur orientation vers des universités centrées sur la recherche, et le fléchage de subventions de base par le système universitaire pour favoriser des réseaux de recherche et développement proches du terrain en vue de favoriser la productivité. Ces mesures ont permis l'émergence de clusters technologiques tels que la Silicon Valley, la zone de Boston-Cambridge avec Harvard et le MIT, ou encore Seattle et Austin, qui sont tous des centres à la pointe mondiale pour la science, l'entrepreneuriat et l'innovation. L'apparition de ces clusters a été célébrée par nombre d'économistes de premier plan, en raison de découvertes sur la productivité de l'innovation, qui s'améliore lorsque les gens travaillent à proximité de gens talentueux dans le même domaine. Pourtant, la coïncidence entre l'apparition de ces clusters et le début de la stagnation identifiée par Cowen pose quelques questions. En revenant aux sources, on explique l'apparition des clusters par l'existence d'universités établies bien avant les mesures précédemment évoquées, mais aussi par l'intervention de l'État fédéral. En effet, la recherche fut largement subventionnée par l'État au cours de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de celle-ci, le président Franklin Roosevelt demanda un rapport à Vannevar Bush pour décider de l'avenir de la recherche et du rôle que le gouvernement devrait y jouer. Le rapport, publié sous le titre Science, the Endless Frontier, esquisse ce qui deviendra la National Science Foundation et propose une méthode en 3 points. Les universités doivent se concentrer sur la recherche fondamentale, les laboratoires gouvernementaux ou privés doivent se focaliser sur les applications pratiques et leur commercialisation. La fin de la guerre entraînera vraisemblablement une réorientation de la recherche vers les applications techniques. Il faut y résister et continuer de promouvoir la recherche fondamentale. Enfin, l'éducation supérieure de masse doit permettre d'identifier les jeunes talentueux et de les pousser, quelle que soit leur fortune personnelle. Mais alors, en quoi la formation de clusters a-t-elle pu entraîner le déclin observé ? D'abord, ils peuvent être vecteurs de pensée de groupe, c'est-à-dire que la peur du dissensus pousse les individus à valider une pensée irrationnelle. Ensuite, vivant en vase clos dans les clusters, la recherche peut se focaliser sur des sujets éloignés des besoins et intérêts du plus grand nombre, qu'ils ignorent consciemment ou non. Enfin, quand bien même le nombre d'articles de recherche publiés est supérieur dans un cluster, l'impact marginal de chaque article diminue. Il semble que la peur de déplaire à ses pairs entraîne une autocensure. En conclusion, voici quelques anecdotes citées dans cet article. Les inventeurs sont majoritairement des hommes, diplômés du supérieur. On peut dès lors s'interroger sur l'impact d'une politique favorisant les femmes dans les études supérieures. Et l'auteur semble vouloir favoriser une déconcentration de la recherche aux États-Unis. Une telle politique pourrait être envisagée si Donald Trump venait à être élu aux prochaines élections. Au revoir
et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus d'informations.